Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, le coup de théâtre à l'ouverture du procès OM Valenciennes. Jean-Pierre Bernès accuse Bernard Tapie d'avoir tout organisé. Une première journée particulièrement mouvementée. Jacques Chirac publie son patrimoine personnel, comme l'y invitaient ses adversaires, 7 200 000 francs. L'UDF continue d'être partagé entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. François Bayrou, le président du Centre des démocrates sociaux, est notre invité. Le conflit social à Air Inter, 2/3 des vols ont pu être assurés aujourd'hui. La Corse au bord de la paralysie, à la veille d'une journée île morte. Et puis la visite historique de Fidel Castro à Paris pour sa rencontre avec François Mitterrand. Il a troqué son uniforme militaire pour un costume de ville. Interview exclusive dans ce journal du président cubain. Et nous serons également en direct depuis les États-Unis avec sa fille. Elle a quitté Cuba il y a un peu plus d'1 an et s'est réfugiée aux États-Unis. Elle dénonce, vous l'entendrez, la dictature sur l'île menée par son père depuis 36 ans. Les choses n'ont donc pas traîné au premier jour du procès de l'affaire OMVA. Dans un silence de cathédrale en début d'après-midi, Jean-Pierre Bernès, l'ancien directeur général de l'Olympique de Marseille, a affirmé que Bernard Tapie en personne avait donné l'ordre de corrompre des joueurs de l'équipe adverse. Le premier face-à-face de ce procès, Philippe Boissry et Patrick Deschmecker. Lorsque Jean-Pierre Bernès arrive ce matin à l'audience, il choisit de tourner ostensiblement le dos à Bernard Tapie. Ça, c'est l'image. Les mots viendront un peu plus tard. Jean-Pierre Bernès sait que c'est une question de temps. À 17 h, le président lui donne la parole. Dans un silence absolu, l'ancien bras droit de Bernard Tapie assène sa vérité. Il y a eu tentative de corruption sur ordre de M. Tapie. C'était dans la salle à manger du Phocéa. Il y avait Edli, Desailly, Deschamps et beaucoup d'autres joueurs. Tapie a dit « Il faudrait voir si on ne peut pas acheter des Valenciennois avant le match ». Devant un procureur montgolfier très à l'écoute, Bernès poursuit l'accusation. Tapie m'a dit de prendre de l'argent dans la caisse. C'est M. Jorda, le trésorier, qui me l'a donné. Jean-Pierre Bernès n'épargne pas le club de Valenciennes, accusé lui aussi d'avoir négocié le match nul. Je me suis tué pendant 2 ans pour sauver l'image de Marseille, pour sauver l'Olympique de Marseille, parce que je ne voulais pas il y a 2 ans être à l'origine des éventuelles sanctions sportives très graves qui ont été portées à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, quand je vois l'état dans lequel se trouve le club à tous les niveaux, j'estime qu'il est de mon devoir, en tant que Marseillais, je ne suis pas un Marseillais d'adoption, je suis un vrai Marseillais qui n'a pas d'ambition politique, j'estime qu'il est de mon devoir de dire la vérité. Si j'étais avocat, que ce soit à Edeli ou à Bernès, je pense que pour obtenir le plus de chances que ce soit pas très grave, j'aurais aussi conseillé à mes clients de dire ce qu'ils viennent de dire. Ça s'appelle passer le ballon dessus. Mais maintenant, il faut l'étayer sur des éléments concrets, plus que j'ai mis une enveloppe, être comptable, il y avait des champs, enfin il y en a eu pour tout le monde. Sur un point au moins, les deux hommes sont d'accord. Demain, à la reprise des audiences, la balle sera bel et bien dans le camp de Bernard Tapie. Toute la journée, Bernard Tapie, vous venez de le voir, a multiplié les interventions au risque de se faire expulser de la salle d'audience. Il a en quelque sorte donné le ton des débats à l'intérieur du tribunal, mais aussi à l'extérieur. Benoît Gadret et Dominique Mas. Bernard Tapie l'avait décidé dès ce matin. Pour cette première journée de procès, c'est lui qui donnerait le ton. Opération séduction vis-à-vis du public nordiste, car même à Valenciennes, Tapie a ses supporters. Tapie omniprésent, pressé d'en découdre avec ses accusateurs. Tapie rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par le président du tribunal. Non, pourquoi vous avez déjà pris un carton jaune là, non? J'étais limite. Limite, l'accueil réservé à Jean-Pierre Bernès, car celui qui allait vider son sac en public évoluait aujourd'hui en terrain hostile. Jean-Jacques Edli, comme à son habitude, a fui les caméras, sans doute inquiet par le grand déballage de Bernès qui s'annonçait. À l'applaudimètre, c'est finalement Jacques Glassman qui a décroché la palme. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Écoutez, je crois que je l'ai assez dit, j'espère que la vérité sorte enfin de la bouche de la justice et puis que ça se finisse une bonne fois pour toutes. Les autres acteurs de l'affaire ont fait aujourd'hui de la figuration. Burruchaga, tout juste rentré d'Argentine, les époux Robert, fidèles dans leur témoignage, Boro Primorac, l'ex-entraîneur de Valenciennes, qui depuis l'affaire a retrouvé un poste au Japon. Audience à rebondissement, ambiance électrique à l'extérieur du palais, l'épilogue du feuilleton judiciaire de l'été 93 est décidément à la hauteur. Nous retrouvons en direct de Valenciennes dans la salle du tribunal Dominique Verdeillan. Dominique, bonsoir.
Ceux qui s'attendaient à un procès à grand spectacle n'ont pas été déçus pour cette première journée. Oui, Étienne, et Bernard Tapie qui avait dit il y a quelques jours, ça ne sera pas le procès de l'affaire OMVA, mais le mien, eh bien, ne s'est pas trompé. La suite lui a donné raison. D'abord parce que dès le coup d'envoi à 9 h ce matin, Bernard Tapie s'est placé en milieu de terrain judiciaire, étant en attaque plus qu'en défense, omniprésent, on vous l'a dit, interrompant les débats, prenant la parole, laissant même son avocat sur la touche. Mais surtout, un Bernard Tapie désireux de croiser le fer avec le procureur, deux hommes qui manient le verbe, mais pas dans la même division. Un Bernard Tapie marquant également contre le juge Béfi, le juge d'instruction, l'accusant d'instruction à charge et de pression sur les prévenus. On vous l'a dit, 3 incidents en une demi-journée, 3 cartons jaunes et une menace d'expulsion à l'encontre de Bernard Tapie. Alors ce matin, c'était l'échauffement, l'entraînement, et puis cet après-midi, ce fut la rencontre, le match Tapie-Bernès. Bernès, l'homme blessé qui avait promis à Bernard Tapie un retour de manivelle, un Jean-Pierre Bernès qui, comme le soulignera le président du tribunal, donne aujourd'hui une version différente de celle qu'il développe dans son livre sorti la semaine dernière. Alors vous l'avez compris, dans cette salle d'audience où effectivement ont lieu les débats, on navigue entre audience et grand guignol, c'est du sport alors que ça devrait être de la justice. Merci Dominique. Et dernier point de ce dossier, derrière les dirigeants des clubs, plusieurs joueurs et entraîneurs sont impliqués dans cette affaire. Tous apparemment ne souhaitent qu'une chose, rejouer au football. Témoignage recueilli par Laurent-Frédéric Bollet et Frédéric Pasquet. Pour les joueurs impliqués, c'est comme s'il n'y avait qu'une solution, quitter la France. Ainsi, ils se sont dispersés. Jacques Glassman s'est installé à La Réunion pour jouer dans un club de division d'honneur, la Sainte-Rosienne. Chez lui, pas trop d'amertume, mais une vraie impatience. Depuis 2 ans, j'attends enfin que la justice tranche et que la vérité éclate, point final. À 31 ans, Glassman entamera le championnat réunionnais le 2 avril prochain, juste après le procès. Au Portugal, Jean-Jacques Edli, dans un taxi, regarde le mythique stade de la Luz. 120 000 places au cœur de Lisbonne. Ici jouera peut-être l'ancien Marseillais avec le Benfica, inespéré après 18 mois de suspension. Bien sûr, moralement ça a été dur, mais j'ai pris de tous ces événements, je m'en suis servi pour en tirer des enseignements positifs. Le club du Benfica Lisbonne qui attendrait en tout cas la fin du procès pour officialiser la venue d'Edli. Ironie du sort, ils sont 2 à s'être installés à Buenos Aires. Pour Burruchaga, l'Argentin, bien sûr, c'est un retour au pays. Il a re-signé avec son ancien club, il remarque des buts et des beaux. À 31 ans, l'affaire n'aura été pour Burruchaga qu'une parenthèse dans une carrière. Pour Christophe Robert, c'est moins facile. Il a signé dans un petit club et il s'est blessé. Il devra attendre la fin du procès pour peut-être enfin rejouer. Ils sont donc 4 à s'être exilés, même si cette semaine, tous les chemins mènent à Valenciennes. Dans l'autre affaire du moment, l'affaire Alcatel-Alstom, conseil d'administration du groupe ce matin et confiance renouvelée au président Pierre Suard. Toutefois, pendant l'instruction de l'affaire, c'est le directeur général qui sera aux commandes du groupe, Frédéric Crotat et Jean-Louis Boussert. C'est ce centralien de 66 ans, actuel numéro 2 d'Alcatel, qui va prendre les rênes du groupe. Il connaît évidemment bien la personnalité de Pierre Suard. Monsieur Suard a-t-il l'intention de démissionner ? Je ne le pense pas. Ce n'est pas l'homme à démissionner de son poste et non, je ne le pense pas. Après la mise en examen du PDG d'Alcatel, aucune décision spectaculaire, bien au contraire. Le conseil d'administration choisit le statu quo. Il constate que Pierre Suard ne peut exercer ses fonctions tout en le confirmant à son poste de PDG. Il tient à renouveler publiquement sa confiance et son soutien au président Pierre Suard. Le conseil s'est assuré qu'en dépit des circonstances et tant qu'elles subsisteront, la société et le groupe continueront à être gérés de manière efficace. C'est dorénavant un organe exécutif collégial qui assurera la gestion de la multinationale française. Une multinationale dont l'image en France, mais surtout à l'étranger, risque de se ternir. D'autant que le groupe s'estime victime d'une opération de déstabilisation par la concurrence. Le conseil d'administration de ce matin n'a pas officiellement réglé le problème du salaire de Pierre Suard. Un PDG qui n'est plus en fonction ne peut toucher sa rémunération habituelle, en l'occurrence 1 million de francs par mois, sous peine d'être accusé d'abus de biens social. Mis en examen pour l'affaire de surfacturation aux dépens de France Télécom, le PDG au chômage technique doit à nouveau rencontrer son juge demain. Et cette absence de Pierre Suard aux commandes d'Alcatel-Alstom provoque des réactions mitigées parmi les cadres de l'entreprise, mais aussi dans les usines du groupe. À Belfort, Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier. Fin de journée pour le TGV.
ainsi que pour les salariés de l'entreprise Jacques Alstom de Belfort, qui viennent d'apprendre que le conseil d'administration a renouvelé sa confiance à leur patron Pierre Suard. Une décision qui suscite soit l'indifférence, soit l'indignation. Finalement, ça doit être les mêmes brigands que lui, puisqu'ils reconduisent une confiance à quelqu'un qui détourne des fonds publics. Et c'est très choquant sur le fond et sur la manière. Nous, ça ne nous dérange pas, disons que ça nous met un petit peu mal à l'aise, disons, quand même, vis-à-vis de la société, quoi. J'ai pas tellement suivi, en fait. J'ai suivi de loin, mais pas tellement de près. Bon, c'est pas très chouette, quoi, c'est clair. Hein. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Je suis déjà bien content de travailler ici, encore pas. En tout cas, les ennuis de Pierre Suard contribuent à entretenir le malaise au sein de l'entreprise. Suard, voleur! Suard, en prison! Déjà, lors des grèves de l'automne dernier, le PDG d'Alcatel Alstom cristallisait le mécontentement. Aujourd'hui, les révélations faites sur ces malversations financières éventuelles provoquent la grogne de ceux qui ont obtenu des augmentations de salaire jugées beaucoup trop faibles. Je crois que ça ne fait que confirmer finalement ce qu'on a déjà dit. En ce qui concerne les salariés de Belfort pendant le conflit, l'argent existe pour satisfaire les besoins des gens. Or aujourd'hui, le groupe Alcatel Alstom, il continue à utiliser l'argent pour faire de l'argent. Mais par-delà les déceptions, tous ont l'impression que cette histoire nuit gravement à l'image de leur entreprise. Et puis notez enfin la perquisition du juge Renaud Van Ruymbeck à la mairie de Nantes aujourd'hui. Il enquête sur le versement par la société Jacques Alstom d'une commission de 2 800 000 francs qui pourrait être liée au marché des tramways de la ville de Nantes. À Air Inter, une journée de grève presque ordinaire. 2 vols sur 3 ont été assurés. Le mouvement se poursuivra demain. Les grévistes protestent contre un plan de 600 suppressions de postes. Laurent Bailly. Actuellement, la piste et l'aéroport sont bloqués par le personnel en grève. Agacement, nervosité et lassitude aujourd'hui pour les passagers d'Air Inter dans la plupart des aéroports de France. La moitié de ces avions cloués au sol, Air Inter a pourtant assuré 2 vols sur 3 en affrétant des appareils d'autres compagnies. Mais les malchanceux dont le vol a été annulé ne cachaient pas leur désarroi. J'ai rendez-vous important à Bordeaux, traité de 2 millions de francs. J'ai travaillé dans une petite société de 6 personnes. Qu'est-ce que je fais? Automatiquement, il y a un préjudice financier, non seulement pour moi, mais pour l'entreprise que je représente. On va voir, on va décider, mais je pense que ça sera une journée de perdue. Cette clientèle de voyageurs désemparés, c'est en revanche une véritable aubaine pour les compagnies rivales d'Air Inter, en tout cas sur les lignes où la concurrence est désormais acharnée. Air Liberté, AOM et même Air France ont ainsi récupéré des centaines de passagers. Je suis abonné à Air Inter, effectivement, devant la difficulté à trouver des billets, j'ai changé de compagnie. On a passé des accords avec Air Inter sur les billets qui sont négociables. On a honoré quasiment tous les billets qui étaient réservés sur Air Inter. Pour demain, pas de changement, seuls 2 vols sur 3 seront assurés comme aujourd'hui. En cas de vol annulé, on peut toujours essayer une autre compagnie. Et s'il n'est que retardé, il faudra prendre son mal en patience, d'une manière ou d'une autre. Et puis toujours au chapitre social, des salariés de l'usine Chausson de Creil dans le Val d'Oise, usine menacée de fermeture, ont saccagé ce matin l'hôtel des impôts de la ville. Les dégâts sont estimés à au moins 800 000 francs. Par ailleurs, dans ce dossier, décision de la Cour d'appel de Versailles qui demande aux groupes Peugeot et Renault de respecter leurs engagements en reclassant dans leur entreprise respective les 100 personnes licenciées de leur filiale commune Chausson. Et puis chez Renault, les syndicats appellent les 60 000 salariés du groupe à des débrayages et des manifestations demain pour manifester contre des augmentations de salaire jugées insuffisantes. En Corse maintenant, l'entrée en grève du secteur privé paralyse l'île depuis ce matin. Les grévistes de la fonction publique, eux, durcissent leur mouvement à la veille d'une opération île morte. À Ajaccio, Léo Lamberton et Bruno Giraudon. Aspergés de gaz carbonique, la préfecture d'Ajaccio. C'était cet après-midi. Ils étaient près de 2000 à me défiler à l'appel de la CFDT et du syndicat des travailleurs corses. Une journée d'action des salariés du privé qui réclament, comme les fonctionnaires, des primes de vie chère. Nous disons aujourd'hui que puisque le gouvernement a fait un effort pour ces salariés du secteur public, il faut aujourd'hui continuer pour le privé. Le mouvement a notamment bloqué les ports et les aéroports. Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre dès demain matin. Le problème, c'est qu'après le blocus, c'est la paralysie totale qui menace l'île.
Excédés par la grève des fonctionnaires, les patrons et les commerçants ont tenu une réunion de crise à Ajaccio et décidé qu'à partir de ce soir 21h, ils fermeraient leurs entreprises pour une durée illimitée. Ça peut durer le temps que ça durera. De toute façon, même si on a à en pâtir financièrement, je dirais, on ne peut pas aller plus bas que là où on est aujourd'hui. Nous avons déjà pris en otage il y a quelques années. On continue, nous on ne demande qu'à travailler. Il y a eu des annulations qui ont été faites à Pâques. Cet argent va nous manquer l'hiver prochain. Nous maintenons la grève ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer? Oui. Quant aux fonctionnaires corses, ils ont décidé de poursuivre la grève et la colère des patrons ne leur fait pas peur. Ils en ont marre de notre grève, d'accord, mais si c'était moins cher, on ferait pas grève. Et les patrons ont quand même intérêt à faire attention. Il y a quand même 30 000 fonctionnaires en Corse entre retraités et actifs. Nous représentons quand même quelque chose, un certain pouvoir d'achat par rapport à une certaine économie dans la région Corse. Il faut quand même qu'ils fassent gaffe. C'est donc une spirale infernale qui vient de s'enclencher et ce soir, les Corses se sentent un peu dépassés. Et puis l'aggravation des relations entre le Canada et l'Union européenne après l'incident du bateau de pêche espagnol arrêté par les gardes-côtes canadiens la semaine dernière. L'Union européenne décide de geler tout contact formel avec le Canada tant que le bateau espagnol ne sera pas restitué. Historique, Fidel Castro avait troqué son uniforme militaire vert olive contre un costume et une cravate pour sa rencontre officielle avec François Mitterrand. Le point d'orgue d'une visite de 3 jours en France qui débute aujourd'hui. Françoise Joly et Jean Cornu. Ses premiers pas sur le sol français, il les a fait devant la garde républicaine. Quand Fidel Castro est arrivé ce matin à l'aéroport de Roissy, il a été accueilli avec les honneurs dus à un chef d'État. Officiellement en visite privée, il n'y avait pas de ministre pour l'accueillir. Mais la Marseillaise pour l'honorer. Quelques instants plus tard, à l'hôtel Marigny, résidence des hôtes de marque de l'État français, une amie de longue date l'embrassait sur les 2 joues. Danielle Mitterrand, c'est elle qui est à l'origine de ce voyage. Sa fondation France Liberté œuvre sans relâche pour aider Cuba et sa population naufragée. Et complice de son épouse, François Mitterrand recevait un peu plus tard un homme qui avait troqué sa tenue militaire pour un strict costume bleu marine. Pour Fidel Castro, l'instant est exceptionnel. La France, c'est un peu l'Europe qui l'accueille et brise son isolement. Cuba est sous embargo américain depuis plus de 30 ans, une stupidité pour François Mitterrand. Au menu de cet entretien à l'Élysée, un plat moins digeste pour le leader Maximo, la question des droits de l'homme à Cuba. Bain de foule, ovation en milieu d'après-midi à l'UNESCO, le commandant de la Révolution réussit là peut-être son pari. L'entreprise de relations publiques de Fidel Castro est en train de prendre bonne tournure et comme d'habitude, il profite d'une tribune pour dénoncer le blocus criminel des États-Unis. Et cette visite privée de Fidel Castro n'en a plus que le nom. En fin d'après-midi, il était reçu par Philippe Séguin à l'hôtel de l'AC, signature d'un livre d'or, visite de l'hémicycle et de la bibliothèque de l'Assemblée. Demain, le leader Maximo ira serrer la main de quelques patrons au CNPF. Décidément, il y a bien quelque chose en train de changer dans un des derniers royaumes du socialisme. Voilà, et suite des réjouissances, le président cubain dîne en ce moment même avec Georges Marchais, l'ancien premier secrétaire du Parti communiste français. Un dîner au pavillon, à Champigny-sur-Marne, au pavillon de M. Marchais, auquel Fidel Castro a rendu visite il y a une demi-heure à peine. Les 2 hommes dînent ensemble, donc, terme de cette première journée en France. Fidel Castro considère son voyage comme la réparation d'une injustice. L'apartheid à notre égard est terminé, a-t-il dit à François Mitterrand. Juste après leur rencontre, il a répondu aux questions de Françoise Joly et Philippe Jasselin. En venant à Paris, vous allez l'entendre, c'est un peu un rêve qu'il réalise. Il faut toujours avoir des rêves réalisables. Et pendant longtemps, ce voyage à Paris n'a pas été réalisable. Mais cela a toujours été un rêve depuis mon enfance, à cause de la grande admiration que j'ai pour votre pays. J'ai beaucoup lu. Et par ailleurs, je suis devenu révolutionnaire en apprenant l'histoire de France. Et pourquoi ce rêve ne s'est-il pas concrétisé avant ? Les conditions internationales n'étaient pas réunies. Et il faut dire que maintenant, le monde est en train de changer. Mais si vous n'êtes pas venu en France avant, cela a peut-être un rapport avec la situation des droits de l'homme à Cuba. Ce sont les États-Unis qui ont développé le plus ces campagnes et cette théorie sur les supposées violations des droits de l'homme à Cuba.
Mais que répondez-vous quand on vous dit que vous êtes un dictateur? Que vous êtes un dictateur? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'y accorde aucune importance, parce qu'il y a des gens plus puissants que moi, et je suis parmi les chefs d'État qui ont le moins de pouvoir au monde. Certes, j'ai de l'influence. Ce n'est pas moi qui nomme les ministres et les ambassadeurs, ni même beaucoup de fonctionnaires de l'État. Nous vivons dans un pays où les pouvoirs sont bien répartis. Je n'exerce pas la pratique solitaire du pouvoir, ni l'absolutisme. Nous gouvernons grâce à des institutions collectives. Dans quelques semaines, il y aura des élections présidentielles en France. Quand est-ce que vous pensez en organiser à Cuba? Mais il y en a tous les 5 ans, mais nos procédures sont différentes des vôtres. Mais le pluripartisme, vous y pensez? Pour le moment, il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple uni et non un peuple fragmenté en 100 morceaux. Et pourquoi avez-vous quitté votre tenue militaire pour ce costume? Parce que je suis un peu jaloux de vous tous ici. Je n'en avais pas et dans mon entourage, on m'a dit qu'il fallait absolument être bien habillé pour venir ici. Cette visite de Fidel Castro en France n'est pas du goût de tout le monde. Plusieurs dissidents cubains réunis à Paris ont égrené la longue litanie des atteintes aux droits de l'homme perpétrées selon eux à Cuba ces dernières années. Thierry Thuillier. Il y a là des écrivains, des artistes, des professeurs dont certains ont connu les prisons cubaines. Ils ne sont pas nombreux, une vingtaine tout au plus, mais pour tous, Castro reçu à l'UNESCO et à l'Élysée, ça ne passe pas. Le président Mitterrand, juste avant de partir, est en train de faire un acte que pour moi pollue l'idée que j'ai de la France. Quelqu'un qui fusille, qui exécute, qui emprisonne un certain nombre de militants pour les droits de l'homme, comment peut-il être qualifié si ce n'est de dictateur? À Cuba n'existe pas la justice. La justice n'est pas séparée du pouvoir politique. C'est Fidel Castro qui dirige la justice à Cuba. Ileana de la Guardia sait de quoi elle parle. Elle est la fille de Tony de la Guardia, cet officier qui en 89, après un procès tronqué, a été condamné puis exécuté, tout comme le général Ochoa, compagnon d'armes de Fidel Castro. Le régime cubain leur reproche officiellement d'avoir organisé un trafic de drogue, mais en fait la popularité de ces officiers était devenue potentiellement dangereuse pour Fidel Castro. Dans la plus pure tradition stalinienne, le procès est filmé, les aveux publics, les adversaires éliminés. Et depuis ce procès, la situation des droits de l'homme n'a pas évolué. On estime, c'est un chiffre sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, qu'il y a entre 500 et 600 prisonniers politiques à Cuba. À la fin de l'année dernière, les balseros fuyaient certainement autant la misère économique que l'absence de liberté. Parti unique, police omniprésente, presse enrégimentée, la démocratie à la cubaine est vouée tout entière au culte du leader Maximo. À son arrivée au pouvoir, Fidel Castro avait promis à son peuple des élections libres. Son peuple attend toujours. Autre témoignage très important que nous vous proposons ce soir, celui d'Alina Fernandez Revuelta, que nous retrouvons en direct des États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez parfaitement français, vous êtes la seule fille de Fidel Castro et vous avez fui Cuba il y a un peu plus d'1 an. Madame, dans quelles conditions? Sous les conditions d'un faux passeport. J'ai fui. Clandestinement. Clandestinement, c'est ça. Est-ce que vous considérez votre père comme un dictateur? Bon, selon le droit romain, je dirais plutôt qu'il entre dans la catégorie de tyran. Il a dépassé le temps qu'un dictateur occupe au pouvoir. Et avant de fuir de Cuba, est-ce que vous avez essayé de parler de ces problèmes-là avec lui? Peut-être, mais pas dans les derniers temps surtout. Et lorsque vous avez pu l'évoquer même brièvement avec lui, qu'est-ce qu'il vous répondait? Depuis longtemps, nous n'avons pas de relation de cette sorte. Est-ce que vous lui reconnaissez tout de même en tant que chef d'État des qualités? Pas en ce moment-ci. Mais il a pu en avoir? Peut-être. Les gens se proposent des objectifs quand ils ont 20 ans qu'ils n'ont jamais accompli. Ah, petit
Problème de liaison avec Atlanta en Géorgie où nous retrouvions donc Madame Fernandez Revuelta. On va essayer de rétablir la liaison et nous la retrouverons peut-être plus tard dans ce journal. En Algérie, toujours à l'étranger, donc un nouveau crime particulièrement horrible perpétré par des intégristes. Ce matin, 6 hommes armés ont enlevé dans son lycée une jeune élève de 15 ans qu'ils ont ensuite assassinée avant de ramener son corps devant la porte de son établissement. Le groupe islamique armé a, je vous le rappelle, interdit l'enseignement secondaire pour les jeunes Algériennes. Violence également en Turquie après l'attentat commis par les islamistes hier. Une manifestation a été violemment réprimée par la police. Au moins 8 morts et une dizaine de blessés. Patricia Coste. Scène d'émeute à Istanbul toute la journée dans le quartier populaire de Gazi Osman Paşa. Les forces de l'ordre, après avoir essayé de résister pacifiquement, ont été débordées. Les manifestants sont ivres de colère. Musulmans modérés, ils ont été attaqués la veille par des intégristes qui ont tiré dans 4 de leurs cafés. La foule des manifestants, venus d'autres quartiers, a grossi au point de faire reculer les brigades anti-émeutes qui ont tiré dans la foule, à balles réelles. C'est à ce prix, très lourd, on parle déjà de 11 morts, que les forces de l'ordre ont pu à nouveau reprendre le contrôle du quartier, à cette heure-ci sous couvre-feu. De nombreux blessés ont été relevés parmi les policiers. Le Premier ministre turc, Mme Tansu Çiller, a réuni d'urgence le gouvernement et a exhorté la population à ne pas tomber dans la provocation. Ces émeutes ont commencé dès la nuit dernière. Les manifestants de la communauté des Alévis, musulmans progressistes, sont la cible des islamistes qui les accusent d'être les instruments du régime laïque turc. Voilà, retour aux États-Unis avec Madame Fernandez Revuelta. Pardon pour la rupture de cette liaison, Madame. Que pensez-vous de la visite en France de votre père? Est-ce que vous la jugez indigne? Est-ce que? Vous la jugez indigne? Je n'ai pas compris les derniers mots. En tout cas, ce que j'en pense, c'est que c'est une visite à plusieurs propos. Supposons d'abord la tribune politique, c'est dit. Parlons aussi d'affaires, des relations avec le Club Méditerranée et l'Indo-Suez. Parlons aussi d'une visite qu'il faut toujours faire, si on le peut. Mais vous pensez que les autorités françaises ont eu tort de recevoir Fidel Castro à Paris? Je n'ai aucune opinion à ce sujet. Quand Madame Danielle Mitterrand, l'épouse du président de la République, dit par exemple Fidel Castro n'est pas un dictateur. Madame Mitterrand peut avoir l'opinion qu'elle veut. Elle pourrait utiliser France Liberté à de meilleures choses à Cuba. Il y a plusieurs mille de prisonniers politiques là-bas qui attendent de la bonté. Ce qui vous gêne, Madame, c'est que votre père soit reconnu officiellement en tant que chef d'État ici en France? Il est reconnu comme chef d'État toute part. Je pense que c'est une question de protocole de faire comme ça. Je ne suis pas en position de critiquer ce côté-là de la réception. Est-ce que vous jugez que tout ce qui a été fait à Cuba ces 30 dernières années est complètement négatif? On sait que dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé notamment, des choses plutôt positives ont été réalisées. Peut-être, mais il faudrait que vous aviez été un peu là pour savoir le trafond. Je ne peux pas expliquer ça en une minute. Très bien. Merci beaucoup, Madame, d'avoir été en direct avec nous depuis la Géorgie, Atlanta, où je vous le rappelle, vous êtes réfugié depuis un peu plus d'1 an maintenant. Merci beaucoup. Nous passons à la politique française maintenant. Après Lionel Jospin et Édouard Balladur, Jacques Chirac a publié cet après-midi son patrimoine personnel, 7 211 000 francs. Le détail avec Véronique Saint-Olive. Jacques Chirac, saisi par la transparence, rend public son patrimoine. Il est évalué à 7 211 000 francs. Il se compose d'un appartement dans le 6e arrondissement à Paris, reçu en 1982 en échange de biens hérités de ses parents pour une valeur de 700 000 francs. Du château de Bitty en Corrèze, acquis avec son épouse en 1969 pour le prix de 200 000 francs. D'une maison rurale à Sainte-Féréole, en Corrèze toujours, héritée de ses parents et non évaluée. Un portefeuille de valeurs mobilières s'élevant à 3 500 000 francs. Une part de revenus fonciers appartenant à Mme Chirac dans l'Essonne. En 1994, les époux Chirac ont donc acquitté 13 707 francs au titre de l'impôt sur la fortune. Édouard Balladur rencontre lui ce soir les parlementaires RPR qui le soutiennent dans un grand hôtel parisien. Il n'était qu'une quarantaine d'après le décompte de
Jean-Baptiste Prédaly, soit la moitié seulement, moins de la moitié même de ceux qui ont officiellement rallié la candidature du Premier ministre. C'est, semble-t-il, la grève à Air Inter qui a empêché les autres de participer à cette réunion. François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. Vous soutenez Édouard Balladur, tout le monde le sait, vous êtes ministre de l'Éducation et président du CDS, Centre des démocrates sociaux. Un petit point d'actualité d'abord, la publication du patrimoine personnel de Jacques Chirac, vous êtes satisfait? C'est bien, c'est la transparence. Tout ce qui va dans le sens de la transparence, en tout cas à mes yeux, est bon. On a l'impression de plus en plus les jours passent, que l'UDF va sortir complètement laminé, complètement déchiré de cette élection. Écoutez, les deux grandes formations politiques françaises, l'UDF et le RPR, sont chacune traversées de courants. Les uns soutiennent Jacques Chirac, les autres Édouard Balladur. L'immense majorité de l'UDF, 5 mouvements sur 6, et les 5 plus importants, s'est prononcé à une écrasante majorité pour Édouard Balladur, et ça ne fait de doute pour personne. Et si d'ailleurs vous interrogez les gens dans la rue en leur demandant simplement, à votre avis, qui est le plus proche de l'UDF, Chirac ou Balladur, ils vous répondront Balladur, ça va de soi, parce qu'on ne peut pas expliquer l'histoire de l'UDF depuis 20 ans si l'on croit que Jacques Chirac et l'UDF c'est la même chose. Alors qu'il puisse y avoir ici ou là des stratégies personnelles, c'est tout à fait normal, mais c'est clair, il n'y a aucune hésitation ni dans l'esprit des militants, ni dans l'esprit de ceux qui nous soutiennent dans l'opinion publique, le centre et le centre droit en France sont plus proches d'Édouard Balladur. Mais quand les proches de Valéry Giscard d'Estaing qui ont rejoint Jacques Chirac, notamment ce week-end, Hervé de Charette, lui dit aux autres, à vous en l'occurrence, vous êtes des traîtres. Charles Millon parle des moutons bêlants. Ça ne provoque chez vous aucune réaction? Franchement, je ne trouve pas qu'on doive s'insulter quand on appartient à la même famille politique. Je ne trouve pas qu'on doive avoir des mots aussi injurieux et aussi méprisants. Et je trouve surtout que les injures pour dissimuler des ralliements, c'est pas bien. Et tout le monde le comprend. Il y a absolument aucune hésitation dans l'esprit des Français sur ce point. Il y a des UDF qui ont choisi, au contraire de toute leur histoire de 20 ans, d'aller soutenir Jacques Chirac. C'est leur affaire, mais les gens comprennent bien que s'ils insultent, c'est qu'ils ne sont pas très à l'aise en le faisant. Vous avez le sentiment que si un candidat de la majorité est élu, et quel qu'il soit, la majorité sortira complètement indemne de cette élection? Oui, ça sera une compétition. Comme toutes les compétitions, elle est un peu agitée. Vous savez, en sport, ce sont les derbys qui sont les plus vifs. C'est une sorte de derby. Naturellement, plus on est proche, et plus on a des affrontements un peu violents ou un peu chauds. Certains proches de Jacques Chirac ont quand même employé des termes assez fermes. Philippe Seguin notamment qui parle de pardon, Bernard Pons qui parle lui de purgatoire. Vous craignez ça après la présidentielle? Franchement, moi je ne jouerai pas, et aucun, j'espère, de mes amis ne jouera à ce genre de jeu. Les insultes, les mots excessifs, aller mépriser les gens, s'arroger en Dieu le Père, s'installer dans une situation de Dieu le Père pour dire qui sera au purgatoire et qui sera au paradis, tout ça c'est vraiment absolument indigne de la politique et du débat que nous avons. Vous pensez que Édouard Balladur, même si les sondages continuent à descendre, doit aller jusqu'au bout, avant même le premier tour? L'élection présidentielle, c'est comme le Tour de France. Il y a des étapes. Et puis moi qui suis un Pyrénéen, je peux vous dire que les étapes de montagne, ça monte, ça descend, et normalement ça remonte après. Attendons d'arriver à la dernière étape. Mon intuition, c'est que dans l'émission de 7 sur 7 hier soir, quelque chose s'est renoué. Un lien s'est renoué entre les Français et Édouard Balladur. Ils avaient un peu eu le sentiment de ne pas trop reconnaître leur marque entre le Premier ministre et le candidat. Je crois qu'ils sont en train de les retrouver. Et donc, moi, il me semble, je crois en tout cas, qu'après la descente, nous allons de nouveau monter. Merci beaucoup François Bayrou. Ce soir, c'est Jean-Marie Le Pen qui sera l'invité de La France en direct, l'émission de la rédaction de France 2 animée par Bruno Mazur. Lionel Jospin a rencontré, lui, aujourd'hui, le chancelier allemand Helmut Kohl. À l'issue de cette rencontre, déclaration de politique plutôt franco-française, le candidat socialiste a expliqué qu'il était tout à fait disposé à participer à un débat public entre le premier et le second tour avec le candidat de la droite qui sera le mieux placé et si Lionel Jospin, bien évidemment, est présent au second tour. En marge du débat présidentiel, une trentaine d'associations à vocation sociale viennent de lancer un pacte contre la pauvreté et l'exclusion. Ces associations demandent l'appui des responsables politiques et de toute la société. Des associations à l'exemple d'ATD Quart Monde qui réalisent chaque jour sur le terrain un travail anonyme mais particulièrement utile. Caroline Glorion et Claude Sicard. C'est ici, dans cette cité dite de promotion familiale, que sont relogées des familles en grande difficulté. Elles arrivent souvent à la suite d'une expulsion ou de nombreuses années d'errance et de précarité. Ici, elles trouvent un toit,
mais aussi la stabilité, le temps qu'il faut pour faire des projets et tenter de reconstruire leur vie. C'est le cas de cette femme, Ghislaine Lantz. Elle a attendu 12 ans avant de retrouver un logement. Depuis 3 ans, elle vit ici avec son mari et ses 4 enfants. Sans logement, il n'y a pas de travail, et sans travail, il n'y a pas de logement. Depuis que je suis ici, mon mari a retrouvé du travail. Mon budget, j'y arrive déjà dès que je touche mes allocations. Je paye mon loyer, ma lumière, et avec le reste, je me débrouille pour acheter à manger. ATD Quart Monde gère cette cité depuis 20 ans. Elle attribue les appartements pour 3 ou 4 ans, mais propose aussi des lieux de rencontre ou d'activités dans tous les domaines. Éducation, sport, santé, culture. Elle montre ainsi qu'avec une volonté d'agir globalement et dans le long terme, l'exclusion n'est pas fatale. On arrive aujourd'hui, les 30 associations de la Grande Cause, à dire que les plus pauvres ne sont pas que des problèmes qu'il faut traiter par l'urgence ou par l'assistance, mais qu'ils sont des citoyens à part entière, dont les droits ne sont pas respectés, et que donc il faut rejoindre pour leur permettre de réintégrer leurs droits, qui sont ceux de tous les citoyens. Un message clair, adressé aux responsables politiques. La misère est une violation des droits de l'homme, un enjeu politique de taille pour ceux qui veulent la combattre. À la question « Quelle société nous prépare-t-on pour le siècle à venir ?», un homme a d'ores et déjà une réponse. Bill Gates, le patron de Microsoft, l'une des plus importantes sociétés informatiques au monde. À 39 ans, ce businessman très influent et très riche était à Paris aujourd'hui pour 24 heures. Rencontre Patricia Charnellet. Bill Gates peut être heureux. En quelques années, il est devenu l'homme le plus riche des États-Unis. Une fortune, rendez-vous compte, évaluée à 55 milliards de francs. Avec sa société Microsoft, il a créé une nouvelle industrie qui nous propulse dans le 21e siècle. Cet homme de 39 ans, à l'allure d'adolescent farceur, est venu montrer ses projets pour les 10 ans à venir, à l'occasion du centenaire de Supélec, l'une de nos plus grandes écoles d'ingénieurs. À ses grands patrons et professeurs, curieux et quelquefois éberlués, Bill Gates a présenté un film policier où sont utilisés ses nouveaux joujoux. L'action se situe à Seattle, siège de Microsoft, en l'an 2004. Regardez bien, les policiers utilisent un porte-monnaie électronique, un micro-ordinateur personnel où chaque dépense est débitée. À bord de leur voiture, un écran les relie au commissariat central et ils peuvent donc dialoguer avec leur chef et recevoir tout document nécessaire à leur enquête. Autre gadget, un magnétophone à reconnaissance vocale, le texte des phrases prononcées par les personnes interrogées s'inscrit sur l'écran. À quoi ressemblera ce nouveau monde de Bill Gates? Ne risque-t-il pas de réduire la convivialité? Je ne pense pas que l'ordinateur isolera les hommes, nous confie Bill Gates. Au contraire, les utilisateurs pourront se servir de ces nouveaux outils comme ils le voudront. Ils rencontreront d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts ou les mêmes préoccupations. Le monde deviendra un village global où la communication reliera les hommes. Bill Gates pense que dans 20 ans, il y aura un micro-ordinateur dans chaque maison. Une prévision à prendre au sérieux, car jusqu'à présent, ce visionnaire de génie ne s'est jamais trompé. Et en attendant, je vous propose de terminer ce journal dans l'élégance. Les collections de prêt-à-porter pour l'hiver prochain commencent aujourd'hui à Paris. Marie-Josée Le Picard et Didier Dahan ont suivi les dernières répétitions chez Anne-Marie Beretta, la spécialiste des manteaux. Dernière répétition au studio. On filme les modèles tels qu'ils défileront, tels que les journalistes et les acheteurs vont les voir dès demain. C'est déjà la collection d'automne-hiver 95-96 et c'est la saison préférée d'Anne-Marie Beretta, la créatrice de mode dont le vêtement favori est sûrement le manteau. Par-dessus ceinturé, d'allure rustique, d'aspect bourru, mais doux comme le cachemire, comme le lama qui ont donné leur laine. Confort et architecture du vêtement indissociables. La longueur au genou, décidément. Sur piqûre claire, sur du marine ou du noir. La jupe longue et floue en panthère émeraude, sous la jaquette presque militaire. J'aime bien créer le rêve, mais le rêve à la portée de chacun et surtout pour longtemps.
Parce que l'idée d'une mode qui change tous les 6 mois, c'est une idée fausse, à votre avis? Oui, et Chanel disait « Nous sommes trop pauvres pour nous habiller bon marché ». Et je crois qu'elle avait raison, j'ai gardé son histoire pour vrai. Paradoxe, naturellement, et assez élitiste encore, mais vérité aussi d'un artisanat d'art perfectionniste qui crée pour durer très longtemps nos modes éphémères. Voilà, les manteaux ne seront pas nécessaires demain, c'est ce que vous dira Sophie Davant dans un instant. Juste après, la France en direct reçoit ce soir Jean-Marie Le Pen. À 23h30, le dernier journal présenté par Philippe Lefebvre. Demain matin, dans Télématin, Gérard Leclerc recevra Nicolas Sarkozy, le porte-parole d'Édouard Balladur. À 13h, Daniel Bilalian. Et je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une très très bonne soirée.